On a eu une vulnérabilité qui est tombée là le 14 décembre. Il y a eu une exploitation de chez, sur un produit de chez Ledger et on s'est un peu tous demandé ce qui s'était passé parce que ça a fait, une grosse simulation en quelques heures et il y a eu à peu près, 500 000 qui ont été, subtilisés à des personnes qui avaient des fonds sur un Ledger. Pour remettre un petit peu de contexte, il faut connaître ce que c'est, le dApps Connect Kit. C'est un produit qui est fourni par Ledger. C'est un produit en dehors du cycle de développement, de l'application Ledger Live et de votre Ledger Nano OS, Nano X et autres, qui vous permet, comme on le voit là sur la photo, de vous connecter votre Ledger sur des sites d'applications DeFi. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, par exemple, le site qui permet de révoquer des contrats, revoke.cash, quand vous êtes sur la DeFi, vous donnez des autorisations pour accéder à vos fonds. Par exemple, quand vous êtes sur une swap, vous avez besoin de faire un swap contre de l'Ether contre du DAI, vous allez autoriser le contrat, le smart contract de l'Uniswap, d'aller récupérer vos Ethers sur votre portefeuille pour les échanger contre du DAI. Vous allez mettre une autorisation qui est plus ou moins large. Quand vous vous connectez sur un de ces sites-là, vous avez la fonction Wallet Connect qui vous permet de vous connecter directement avec Ledger. C'est-à-dire que vous pluguez votre Ledger sur votre PC et vous pouvez vous connecter directement dessus sans passer forcément par un MetaMask. C'est ça le Ledger Connect Kit. C'est cette petite application qui vous permet de pluguer votre Ledger sur une application décentralisée et de pouvoir interagir directement avec elle. Quand on dit que les fonds sur un Ledger sont sécurisés, en soi, c'est une réalité, c'est vrai, sous condition de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et la recommandation qui est donnée, généralement, c'est de révoquer des contrats. Donc, on va avoir tendance à utiliser ce site-là, revoke.cash, qui est un site qui est très bien pour retirer les autorisations qu'on a pu donner aux différents contrats intelligents qui peuvent interagir avec notre ledger pour éviter de se faire siphonner les fonds, même s'ils sont dessus. Là, la problématique étant que les personnes qui se sont connectées le jour où il y a eu une problématique avec cette application en particulier sur le site revoke.cash ou par exemple sur SushiSwap se sont fait voler des fonds. Et là, beaucoup de personnes se sont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une application qui faisait seulement un lien entre Ledger et une application décentralisée s'est fait pirater? Donc ça fait quand même pas mal de bruit. Et le gros avantage, c'est que c'est une application qui est open source. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Ledger cache complètement ce code et autres. Non, non, ils ont des parties qui sont open source, il y a des parties qui sont cachées pour des raisons de sécurité. Et ça, on pourra en parler beaucoup plus en profondeur juste après. Mais là, on va se focaliser vraiment sur les événements et comprendre un peu mieux pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Vous avez le code de cette application qui est disponible pour tous ceux qui le souhaitent pour faire les interactions entre Ledger et les applications décentralisées, qui s'appelle le Connect Kit. Et donc, le code est dispo ici. Une personne s'est aperçue que ce code avait été modifié le 14 décembre. Mais modifié pour voler des fonds au moment où l'utilisateur allait interagir avec son Ledger. Ça a duré quelques heures, mais en fait, ça a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème. Les équipes de chez Ledger, elles s'en sont quand même rapidement aperçues et ils ont fait un communiqué sur le site officiel. Donc, vous avez ici l'adresse. Je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse, sur le blog. Et vous avez les personnes de l'équipe de sécurité qui ont commencé à investiguer pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé et qui ont fait un déroulé chronologique des événements. Après, on peut les croire, on ne peut pas les croire, mais j'ai tendance à croire leur version parce qu'elle est quand même assez réaliste d'un point de vue cybersécurité. La première, c'est qu'ils avaient un employé qui travaillait sur cette bibliothèque de JavaScript, c'est-à-dire ce bout de code JavaScript. Ils ont des équipes qui sont dédiées au développement sécurisé de tout ce qui touche à l'environnement Ledger, donc c'est-à-dire aux logiciels qui tournent sur votre Ledger Nano, d'autres qui sont orientés pour le développement du Ledger Live, qui sont très contrôlés en termes de process. Et après, on a ces équipes un peu pilotes aux alentours qui vont travailler sur des produits annexes qui permettent d'interagir avec les Ledger Nano. Et ces équipes-là, d'après les informations qu'ils communiquent, seraient un peu moins contrôlées. Dans des sociétés, vous avez des personnes qui partent et qui viennent. Toute structure qui a des employés a des départs et des venus. Et on est obligé de faire des revues de droits régulièrement, c'est-à-dire s'assurer qu'une personne qui est sortie a bien eu ses droits qui ont été supprimés. Et là, faute de Ledger, la revue n'a pas été faite et il y a une personne qui est partie de chez Ledger qui avait gardé des droits sur la possibilité d'écrire justement ces petits bouts de code-là qui font les interconnexions. Vous allez me dire, en temps normal, les risques que cette personne-là, elle fasse quelque chose de malveillant, sachant qu'elle travaille chez Ledger, sont quand même assez faibles. D'après leur version, cette personne aurait subi ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire qu'il s'aurait fait voler ses identifiants en ayant reçu un email. À voir si ça c'est la réalité ou pas. Ce qui est dans les faits, par contre, c'est que ces identifiants à cette personne-là ont été utilisés pour envoyer du code malveillant sur ce GitHub sur lequel il y avait justement cette interconnexion entre les deux, qui est une interconnexion qui est
indépendante du système de ledger de votre protection de vos crypto-monnaies. L'attaquant a modifié le code pour que lorsque vous alliez passer une transaction, on puisse vous voler des fonds. Il a volé à peu près 500 000 $ en équivalent. Donc là, ça a fait quand même beaucoup de bruit. Et donc, tout le monde s'est jeté sur les gens en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'avez rien fait? Alors eux, ils ont corrigé en 40 minutes. Donc il fallait quand même trouver d'où ça venait, cette histoire de vol de fonds et autres. En 40 minutes, ils ont corrigé la vulnérabilité et ils ont appliqué ce qu'ils auraient dû appliquer il y a bien longtemps, c'est-à-dire ne pas laisser la possibilité à un développeur seul de pousser le code tout seul, c'est-à-dire de modifier le code en production. Ça, normalement, c'est interdit dans toute société. Il faut toujours qu'il y ait une vérification du code par un autre développeur. Mais là, il y avait un trou dans la raquette. Là, c'est une réalité, il y a un trou dans la raquette. Et surtout, ils ont apporté une deuxième sécurité, c'est-à-dire que les développeurs ne peuvent même plus mettre du code en production. Ils y passent uniquement en lecture, c'est-à-dire qu'ils peuvent lire le code, mais ils ne peuvent pas le modifier. Ce qui est quand même la pratique la plus fiable en termes de sécurité. Là où Ledger a pêché, c'est globalement sur la communication. Ils ont fait ce communiqué-là beaucoup trop tard par rapport aux incidents de sécurité, mais surtout dans leurs recommandations, pour essayer de se dédouaner un petit peu de tout ce qui avait pu se passer, ils ont dit oui, mais c'est aux utilisateurs de ne pas valider des transactions dont ils ne savent pas le contenu. Aujourd'hui, si vous êtes sur un MetaMask ou si vous recevez une transaction sur votre Ledger, pour 99% des personnes, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont signer. Et de plus, la majorité des applications DeFi aujourd'hui vous obligent à avoir ce qu'on appelle la signature à l'aveugle, la blinded signing. Quand vous êtes dans votre application Ethereum, par exemple sur votre Ledger, vous êtes dans les paramètres, vous cliquez dessus, et là, vous allez activer ce petit paramètre qui vous permet de faire des signatures sans forcément voir le contenu de la signature. Parce que la majorité des applications DeFi aujourd'hui ne respectent pas les standards qui ont été imposés par Ledger. Mais ça, c'est la réalité de l'écosystème est là. Et aujourd'hui, Ledger se défend en disant « mais c'est à vous de vérifier ce que vous signez ». Alors que c'est plutôt à eux de s'assurer que ce qui est signé ne soit pas pourri. Ils pourraient mettre des protections complémentaires. Mais là où vraiment pour moi ils ont fauté, c'est sur la revue de droit qui n'a pas été faite. Qu'une personne qui soit partie de chez Ledger ait encore un accès, c'est déjà une faute qui est terrible, même si c'est un produit qui est annexe. Deuxièmement, ce qu'ils ont corrigé, ils auraient dû le corriger beaucoup plus tôt. Après, on ne va pas non plus leur jeter la pierre parce que c'était un produit connexe à la sécurité principale. Et ça, c'était vraiment le plus important.